Nathanaël Meister, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Nathanaël, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'empereur Caracalla qui étend la citoyenneté romaine à tous les sujets de l'Empire romain. Alors, pourquoi traiter de ce sujet ? C'est un sujet qui a son importance. L'extension de la citoyenneté, c'est une notion d'ailleurs qui est très importante. Bien sûr. Actuellement, hein. Et c'est un événement très important de l'histoire antique, donc je voulais vous en traiter parce que ça fait partie de la question de l'esclavage que nous Oui. traitons cette année. Bien sûr. Alors donc, on est en... Ça a un rapport direct, en fait. C'est un rapport direct. On est en 212. L'Empire romain a terminé une période d'expansion immense. C'est un empire immense qui va de l'Afrique jusqu'au nord de l'Europe et jusqu'aux confins du Moyen-Orient. Chaque province jusque-là est gérée de façon autonome. Et puis se pose la question de la mise en place d'une immense bureaucratie et d'un empire extrêmement autoritaire dirigé par un prince unique. Et donc c'est un tournant très important dans l'histoire romaine. Comment faire fonctionner une immense machine administrative avec des masses militaires considérables et une population d'esclaves, il faut bien le dire, qui est très très importante parce que toutes ces guerres ont amené un grand nombre d'esclaves à passer sous le joug romain. Sous le joug romain, Bien oui, sûr. bien sûr. Alors il y a un empereur qui s'appelle Caracalla qui ne s'est pas distingué particulièrement, si ce n'est par la qualité du juriste qu'il avait à ses côtés, qui s'appelait Ulpian. Et qui Ah oui, je me demandais comment on prononçait. Ulpian. Ulpian, D'accord. Ulpian, en français peut-être on dirait Ulpian, Oui. qui est, On va dire Ulpian, moi qui est- j'aime bien. qui est le dernier très grand juriste de l'époque romaine. Oui. Et c'est celui qui est le plus mis en avant dans la grande compilation juridique du Code justinien. Alors Ulpian a été l'inspirateur Oui. de cet édit de Caracalla qui va étendre en 212 la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. C'est-à-dire que tout à coup, des millions d'hommes qui font partie de cet empire romain vont se trouver régis par le droit civil romain et vont devenir des hommes libres de l'Empire romain. C'est une révolution immense dans l'Empire, puisqu'après, jusqu'alors, le droit civil romain et la citoyenneté étaient réservés finalement aux habitants de Rome. Oui, bien sûr. Et c'était donc une citoyenneté et un droit, on va dire, municipal. Et de municipal, il va devenir le droit de l'Empire. Et comme c'est le droit civil, on peut dire que c'est une forme de civilisation qui s'est Surtout que étendue. c'était un des plus grands empires à l'époque, il faut le rappeler. C'était un des plus grands empires, absolument. Donc, Alors, oui. il y a un homme qui s'appelle Tony Honoré, et qui est un juriste anglais qui enseignait à Oxford, et qui a écrit une biographie de Ulpian, qui n'est pas traduite en français, mais où il le présente comme le pionnier des droits humains. Autrement dit, le pionnier des droits de l'homme. Justement en se fondant sur le fait que cette extension de la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire leur donnait une dignité nouvelle. Et que cette dignité était au fondement pour lui de la conception du droit de Ulpian. Et notamment, il s'appuie sur le fait qu'à cette époque, en 212 également, il y a eu une extension du droit de défendre sa propre dignité en justice. Jusqu'alors, plutôt, le droit des 12 tables ne permettait que de se plaindre. Le droit des 12 tables, c'est-à-dire le droit antique romain, D'accord. ne permettait que de se plaindre en cas de si vous étiez battu. Et à partir de cette époque, la notion de dignité, c'est-à-dire on s'en prend à ma réputation et je peux défendre ma réputation en justice, est apparu. Ce qui permet Donc c'était quand même un énorme pas en avant par rapport à ce qui se faisait avant. C'est ainsi en tout cas voilà. que le présente Tony Honoré, et il faut dire que Tony Honoré a également été, je me permets de parler de lui parce que c'est intéressant, ça fait le pont entre l'Antiquité et le monde moderne. Il a été le conseiller de Nelson Mandela Ah oui. lorsque l'Afrique du Sud a rompu avec l'apartheid et qu'il a fallu trouver un statut juridique et une extension précisément de la citoyenneté sud-africaine à l'ensemble de sa population. Et ils ont pris modèle sur l'édit de Caracalla et les réflexions de Tony Honoré, qui a été en quelque sorte le Ulpian de Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est passionnant. C'est tout à fait Ah oui. intéressant de voir le pont qui a pu se réaliser entre l'Antiquité et le monde moderne. Alors, si on regarde d'un petit... Finalement, je m'excuse, je vous en interromps, prie, allez-y. le droit romain comme thème d'inspiration dans le monde moderne, dans certaines situations. Le droit romain
a toujours été une source d'inspiration pour le monde moderne. Nous utilisons tous les jours les concepts et les outils forgés par le droit romain. Et là, effectivement, sur Mais on le cette sait pas question des droits toujours. de l'homme, alors justement, essayons de voir si, sur cette question des droits de l'homme, on peut trouver chez Ulpian et dans sa pensée ce qui serait le noyau de formation de cette notion. Et je vous propose de prendre un texte qui est assez Oui. court et qui ouvre les institutions de Ulpian et qui ouvre aussi le Digeste, qui est la grande compilation juridique qu'a réalisé Justinien et qui est un texte extrêmement connu, mais que je vous propose de lire et on va Ben, essayer de peut-être voir. pas nos auditeurs, donc c'est passionnant. Alors on va essayer de voir si on peut en tirer quelque chose dans le sens de Ulpian était-il ou pas le fondateur des droits humains. Qui veut se consacrer au droit, ius, doit d'abord savoir d'où vient le mot droit, ius. Ius, c'est quoi? Je m'excuse. Ius, c'est le droit. C'est le droit. IUS, c'est le droit D'accord. en latin. En latin. Il vient de justice, qui se dit justitia. Donc il fait dériver ius de justitia. Le droit viendrait de la justice. Or, c'est une étymologie, il faut le dire tout de suite au micro, fausse. C'est tout le contraire. C'est la justice, c'est justitia qui vient de ius. Pourquoi? Et il le sait très bien. Pourquoi présente-t-il les choses ainsi? Parce que d'emblée, il veut montrer qu'au-dessus du droit, il y a la justice. Autrement dit, qu'il y a d'abord la notion de justice et ensuite la notion de droit, qui est en quelque sorte dérivée de cette notion de justice. Donc la technique juridique est liée à une notion philosophique, qui est la justice, et non pas le contraire. En effet, selon l'élégante définition de Cels était un des très grands juristes de droit romain, le droit est la discipline rationnelle du bon et de l'équitable. Ars, bonum et aequum. Là encore, si le droit est un art, alors on peut traduire art, ars, ARS, comme science, comme technique, comme talent aussi. Si c'est le talent de ceux qui distinguent le bon et l'équitable, ça veut dire que là encore, au-dessus du droit, il y a le bon et l'équitable. Et que le droit dérive de cette notion, là encore, philosophique et non pas juridique. Parce que Bien sûr. bon et équitable, ce ne sont pas des notions juridiques, dont certains, à juste titre, nous proclament les prêtres, c'est-à-dire que les juristes seraient les prêtres, les héritiers des grands pontifes romains, seraient les prêtres de ce bon et de l'équitable. Eux savent, eux ont l'ars, ARS, le talent de savoir où est le bon et l'équitable. Donc le droit dérive de notions philosophiques, autrement dit, derrière le droit, il y a une éthique, et non pas une technique, Oui. mais il y a un club, ou plutôt une caste de prêtres, qui sont les juristes, et qui savent, eux, interpréter ce bon et cette équité, et qui savent dire quand le droit lui correspond ou pas. Quel est le sens de ce texte? Et pourquoi est-ce une rupture essentielle? Parce que, à un moment où la machine administrative romaine va être gérée par un prince qui a tous les pouvoirs, ce que fait Ulpian, c'est de rappeler qu'au-delà du droit, il y a une justice, que le droit vient du bon et de l'équitable, et que l'extension du droit civil à l'ensemble des hommes libres de l'Empire ne peut se faire sans donner la crédibilité à ce droit et garantir à l'ensemble de ces hommes libres de l'Empire qu'ils ne seront pas gouvernés arbitrairement, mais qui seront gouvernés par un prince qui, autour de lui, a des hommes qui sont des prêtres et qui sauront orienter le droit, et donc les ordres du prince, vers le bon et vers l'équitable. C'est un pas en avant effectivement un énorme. pas en avant, sauf qu'il faut bien comprendre une chose, Oui. c'est que c'est resté un texte sans conséquence. C'est-à-dire que jamais, dans la pratique de l'Empire romain, les successeurs d'Ulpian, qui a été assassiné, d'ailleurs il l'a payé très cher, Oui. n'ont eu la moindre influence, et que Rome est restée autocratique, bureaucratique, et que le rôle du droit n'a été qu'en déclinant dans la suite d'Ulpian. Donc il marque à la fois un sommet, la naissance d'une pensée qu'on peut peut-être dire celle des droits humains, encore que ce n'est pas tout à fait évident, mais en tout cas la pensée d'un droit naturel, ça c'est sûr, et la pensée d'une équité, c'est-à-dire d'une égalité, et le fait que le droit se fonde sur l'éthique. Et certainement que cette étoile dans le ciel romain a été une sorte de graine, de germe, qui plusieurs siècles après, dans les réflexions sur les relations entre le prince, l'absolutisme de l'État et le droit, a permis de nourrir un tas de courants
des Lumières, que ce soit chez Hobbes, chez Locke, chez Rousseau, chez Voltaire, chez tous les penseurs du XVIIIe, chez Montesquieu, etc., qui ont été les penseurs de la limitation des pouvoirs du prince et de la norme au-dessus de la loi. Donc en fait, si on résume, ce malheureux Ulpian qui a été, comme vous le disiez, assassiné, a eu les idées, mais les idées au moment de Rome n'ont pas été mises en place. En revanche, ces idées ont été reprises dans les siècles qui ont suivi d'une façon plutôt très positive, on va dire, puisqu'en effet, comme vous le disiez, en Afrique du Sud, ça avait été un terrain d'influence. Vous résumez parfaitement la chose. Voilà, c'est histoire de bien comprendre. Et donc, sur quoi exactement est-ce qu'on sait sur quoi ils se sont appuyés en Afrique du Sud, le conseiller de Mandela? Il s'est appuyé sur cette idée qu'il fallait restituer à chaque homme sa dignité. Oui. Et que donc la question de la justice, de la dignité, de l'équité devait être centrale dans la réécriture de la Constitution. Bien sûr. Et donc ils se sont appuyés, et comme c'est le grand spécialiste d'Ulpian, il s'est appuyé très directement sur les textes que l'on trouve dans le Digeste, et qui est d'abord restituer à chaque homme sa dignité, autrement dit lui permettre d'avoir les moyens en justice de faire valoir sa liberté, sa réputation, sa dignité, d'être traité correctement dans les relations de travail, etc. Donc c'est toute une notion des droits humains qui a pu être introduite comme ça en Afrique du Sud par Tony Honoré, qui était d'origine sud-africaine, d'ailleurs. D'accord. Et dans le droit français, est-ce qu'il y a une influence? Évidemment, dans la Déclaration des droits de l'homme, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Bien sûr. Il y a évidemment une influence directe de la pensée d'Ulpian, mais qui est passée par le tamis de la pensée chrétienne, des philosophes du XVIIIe siècle. Il faudrait faire toute une histoire de la façon dont cette ars bonum et equum a évolué au fil des siècles pour donner tous les hommes naissent libres et égaux en droit, qui est une phrase à la fois fondamentale, porteuse aussi de grands espoirs, porteuse de grandes turbulences sociales, de grandes contestations sociales, c'est-à-dire d'une revendication à l'égalité dont on voit qu'aujourd'hui, on est bien en peine de savoir jusqu'où elle peut aller. C'est-à-dire on est passé d'une égalité purement formelle, parce qu'autant d'Ulpian, c'est quand même une égalité formelle. Les esclaves n'ont pas accès aux droits. Et jusqu'à aujourd'hui, où on est dans la revendication d'une égalité de plus en plus réelle, c'est-à-dire d'une égalité effective. Et donc, on voit comment cette idée a évolué de façon à la fois intense, émancipatrice et parfois dramatique jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Nathanaël Meister. On vous retrouve dans les semaines qui viennent. Merci, sur Lise. Radio J, bien sûr. Merci, au revoir.